C'est une décision du gouvernement ukrainien qui nous a interpellés. De quoi s'agit-il? Eh bien, dans 4 jours exactement, une loi va autoriser l'armée à saisir les voitures des particuliers. Pour servir à quoi? Est-ce que ça prouve à quel point le dénuement, encore une fois, de cette armée ukrainienne est patent? D'abord, on écoute, si vous voulez bien, le ministre de la Défense ukrainienne, Monsieur Umirov, qui relate et qui précise cette disposition. Nous avons établi une nouvelle loi sur la mobilisation de véhicules afin de répondre aux besoins des forces armées ukrainiennes et autres formations militaires. Cette mobilisation concernera tout véhicule adapté à un usage militaire. Camions, véhicules tout-terrain, tracteurs ou machines agricoles. Voilà, des tracteurs. Alors, si vous avez une 4L, je pense qu'elle ne sera pas utile, générale, sur le front, mais un SUV, une voiture 4x4, et puis évidemment les camions. Solène Rioux, je vous ai prié de venir nous rejoindre, parce que vous revenez, vous avez fait plusieurs missions en Ukraine pour LCI, bien sûr, on connaît bien vos reportages, et cette affaire de voiture ne vous surprend pas. Parle, oui. Parce que quand vous êtes en reportage, les militaires vous en parlaient déjà. Oui, c'est déjà arrivé notamment que forcément on demande toujours aux unités si c'est possible d'aller tourner avec elles sur le front parce que tout simplement c'est aussi plus rassurant pour nous de s'approcher du front avec des militaires. Et c'est arrivé lors des dernières missions, ça nous était jamais arrivé avant sur les 2 premières années de conflit, qu'on nous dise alors oui, on peut vous emmener, on peut aller faire le reportage, mais dans ce cas-là, il faudra y aller avec votre voiture en fait parce que nous on n'a plus de voiture pour aller sur le front. Donc on prendra votre voiture, on les conduit. Il n'y a pas de souci parce que une conduite un peu plus sportive et plus rapide, mais ça m'est arrivé. Alors j'ai trouvé ça étonnant, mais en partageant avec d'autres équipes de LCI, c'est aussi arrivé à d'autres équipes de LCI, même à d'autres journalistes, d'autres médias. Donc ça montre bien le dénuement sur le front, le manque de matériel. On parle souvent des armes, des obus, de l'artillerie, mais en fait aussi de choses aussi simples que des véhicules. Ça paraît complètement fou. Moi je me rappelle notamment, on était dans la région de Sviatoyrsk, donc à la dernière mission. Donc, qui se situe où? On est Sviatoyrsk, on est dans la région de Donetsk, dans l'oblast de Donetsk, limite Kharkiv, quoi. On est à 70 km du front. C'est une ville qui avait été sous occupation par ailleurs et qui a été reprise par l'armée ukrainienne. Et là, on avait des gars de la Légion de la défense territoriale, des volontaires qui nous ont dit vous pouvez venir. Vous ne sauriez pas comment nous aider pour avoir des voitures, des dons de voitures, parce que de toute façon, on n'a rien pour les acheter, mais on aurait besoin de dons étrangers, quoi. Et je discutais avec Camille Souhaut, qui est une de nos JRI très régulières sur le terrain pour LCI, qui fait un très bon boulot, qui est d'ailleurs en train de repartir là aujourd'hui en Ukraine, et qui me disait nous, c'est arrivé à Kherson, notre dernière mission, d'avoir des voitures où le volant est de l'autre côté, est à droite. Donc, il me disait, c'est même pas pratique parce qu'il faisait un reportage assez dangereux, et après je m'arrêterai là, mais sur les drones. Et donc, elle devait recourir très vite pour rentrer dans la voiture. Elle me disait, on n'était même pas habitués parce que le volant était à droite, donc le conducteur en à droite. Enfin, on était complètement perdus, mais ça montre bien qu'il y a ces voitures étrangères aussi qui sont envoyées en Ukraine. Donc, une nouvelle règle en vigueur à partir de. C'est la loi sur la mobilisation, c'est très précis, du 18 mai. Et si une famille a 2 voitures, très vite, elle n'en aura plus qu'une à disposition. Ça s'appelle une saisie, une réquisition. Mais dans toutes les zones de conflit, les véhicules, c'est évidemment un bien extrêmement précieux. Ne serait-ce que pour se rendre sur le front. Moi, je me souviens d'une fois à Kaboul, les islamistes étaient en train de prendre la ville. Et je me souviens devant nous, d'automobilistes qui se faisaient sortir manu militari pour que les camarades talibans les récupèrent. Et nous, on avait une espèce de petite estafette. On a négocié avec eux pour pouvoir garder notre voiture, justement, parce que sinon, ils voulaient aussi la prendre. Alors après, se mêle évidemment délinquance, si j'ose dire, et puis nécessité urgente, mais c'est une nécessité pour les combattants d'avoir des véhicules et du carburant, parce qu'évidemment... alors là, souvent, dans les zones de conflit, on essaie de vous piquer votre voiture. Mais là, c'est plus cadré quand même. C'est une loi. C'est la loi de la guerre. Oui, c'est normal. De la même façon qu'on mobilise les individus, on mobilise aussi les équipements qui ont un intérêt pour la défense. Donc les véhicules, oui, c'est évidemment essentiel. Cette armée, elle a augmenté, l'ukrainienne, elle a augmenté de volume aussi. Donc elle augmente de volume, il faut augmenter les équipements. Il faut pouvoir la déplacer, l'alimenter. Ça sert à quoi de prendre un tracteur ou un SUV ? Ça passe dans des zones boueuses. Alors ça, on ne va pas sur le front avec un tracteur.
Vous pouvez tirer un véhicule, ou avec un petit 4x4 de particulier. Un tracteur, c'est un véhicule tout-terrain qui peut permettre de tirer. Tu peux tirer des pièces d'artillerie, tu peux tirer plein de choses. On peut bricoler un tracteur pour en faire un engin de combat. On peut blinder un peu, on peut faire des tas de choses, bien sûr. Transporter aussi de la logistique. Exactement. C'est facile qu'avec vos deux bras, et puis ça va plus vite. Mais c'est surtout pour l'arrière quand même que c'est utile, ces voitures. Le problème, C'est pas forcément offensif, quoi. C'est pas un char. Oui, non, mais voilà, la vraie difficulté, il y a deux choses. D'abord, ce sont des véhicules à roues, donc il y a rarement des véhicules civils à chenilles quand même. Donc ces véhicules à roues, donc c'est pas forcément tout terrain, que c'est compliqué près de la ligne de front, et surtout c'est pas blindé. Par définition, ils n'ont pas été conçus pour résister à des tirs, et donc ça, ils sont vulnérables. Mais en réalité, oui, on a besoin de camions pour faire de la logistique. Mais les Russes sont, on a commencé à en parler un peu tout à l'heure, mais les Russes sont un peu de la même situation. Eux aussi, ils récupèrent des véhicules. Il y a énormément de destruction. C'est pour ça qu'on parlait des motos tout à l'heure. Je vous demandais, est-ce que les motos, c'est aussi un véhicule de fortune? Mais vous me disiez non. C'est très bien les motos aussi. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de destruction de véhicules militaires. Et qu'on ne peut pas remplacer donc on prend les voitures des nombre pour nombre, donc mais c'est l'une des raisons pour lesquelles dans le package d'aide militaire américaine, mais aussi de certains pays européens comme le Royaume-Uni, il est prévu 2500 véhicules pour approvisionner l'armée ukrainienne. Alors dans ces 2500, il y a de tout. Il y a à la fois des jeeps, il y a des véhicules de transport de troupes, il y a même pour le coup des 4x4 qui sont prévus. Et donc le temps que ça arrive, il va peut-être falloir effectivement que l'armée ukrainienne, préempte déjà aujourd'hui en réquisitionnant. Il n'y a pas d'autre choix et c'est la guerre, comme dans toutes les guerres. Une des principales aides chinoises à la Russie, c'était l'envoi de dizaines de milliers de camions. On parle des puces, on parle de l'électronique, et tout comme ça. Non, le truc le plus important, c'était tous les camions qu'ils ont envoyés et qui sont indispensables à la logistique de l'armée russe. Oui, les véhicules, c'est le nerf de la guerre aussi, pas seulement les avions. Merci beaucoup, Solène. On vous retrouve tout à l'heure. Vous viendrez, dans le temps de l'info, évoquer le dossier géorgien, avec une loi qui va passer aujourd'hui en Géorgie et qui... moment crucial. Qui est un moment crucial, évidemment, moment de vérité pour la Géorgie. En Ukraine, toujours, les premières victimes de la poussée russe, c'est évidemment la population. Des populations qui sont évacuées. Regardez ces images, des images de l'AFP, des photos de ces populations qui sont évacuées, évidemment, sous la contrainte. Dans la ville de Vovchkans, il y avait presque 2000 habitants, il n'y en aurait plus que 300 de ces... l'armée qui évacue les personnes qui habitaient là. Ce sont des opérations difficilement... supportable pour des personnes qui sont obligées de partir, de s'enfuir. Regardez ce que dit le chef de la police de la région de Kharkiv, Volodymyr Timoshko. Les Russes utilisent la tactique de la terre brûlée. D'abord, une certaine zone est bombardée avec de l'artillerie et des canons anti-aériens. Tous les êtres vivants sont brûlés. Puis ils entrent dans cette zone. Par conséquent, afin de sauver des vies, nous vous recommandons de partir. C'est très dramatisant cet avertissement, Gilles Delafont. Effectivement, il exagère un peu sur les méthodes russes. Ce que disent les Ukrainiens, c'est qu'il y a une volonté claire des Russes de terroriser les populations. Ça, c'est un objectif pour les faire fuir et donc mobiliser les gens pour pouvoir faire fuir ces gens. Il faut mobiliser des militaires, il faut mobiliser des gendarmes, de l'administration ukrainienne. Donc il y a cette volonté de terroriser. Et le maire de Kharkiv lui-même a donné une interview récemment au New York Times dans lequel il dit que sa crainte, c'est de voir sa ville devenir un deuxième Alep. Donc, Alep, la ville martyre syrienne. La ville martyre syrienne qui avait été détruite par l'armée russe, rappelez-vous, et les Iraniens, pendant la guerre en Syrie. Donc il y a cette dramatisation évidente, oui, absolument, en ce qui concerne les populations civiles. Non, mais c'est l'objectif, me semble-t-il, en tout cas depuis le début de cette guerre, en tout cas sur la ligne de front, c'est de vider les villages, de vider les hameaux, de vider les villes moyennes pour pouvoir faire en sorte ensuite de pouvoir effectivement soit raser, soit occuper. Et donc, il n'y a pas quelque chose de fondamentalement nouveau là-dedans. Mais c'est vrai que cette tactique, technique, appelez ça comme vous voulez, c'est effectivement effrayant parce que
l'une des qualités, si je puis dire, de la population ukrainienne, c'est précisément de rester. C'est quand même assez fascinant de voir à quel point, là vous le voyez, ce sont pratiquement que des personnes âgées qui jusqu'au bout décident de rester jusqu'à ce que ce ne soit plus possible. Et j'allais dire, du point de vue russe, une ville n'est intéressante à prendre qu'à partir du moment où précisément il n'y a plus de population. C'est un peu contre-intuitif parce que d'abord c'est une population russophone, ce qui ne veut pas dire russophile, mais déjà ils parlent russe, et puis ensuite on se dit c'est mieux pour le conquérant d'avoir une population qu'elle peut ensuite évangéliser. Oui, mais non, elle préfère raser tout. Le début Attila, de la guerre, on rase tout et le après début on de la guerre a reconstruit. prouvé que l'occupation c'était aussi très compliqué. Et que l'occupation, ça mobilise des hommes, ça mobilise des effectifs. Il faut s'occuper de cette population. Ben oui, aussi, voilà. De toute façon, il en reste déjà plus beaucoup. Non, c'est mais, il y a non, beaucoup. je pense que quand même, les Russes, ça leur fait assez plaisir qu'il y ait une partie de la population qui reste, qui soit russophone et russophile, de manière à justifier, entre guillemets, justifier bien sûr l'opération militaire spéciale et dire, voilà, on est venu à leur secours et on les a libérés. Oui, surtout pour ce qui reste à libérer des deux oblasts, en l'occurrence. Je voudrais juste, avant de vous entendre, colonel, qu'on écoute d'abord des témoignages d'évacués et ensuite qu'on voit ce que dénoncent les Ukrainiens de la façon dont les Russes traitent ceux qui restent. D'abord, on écoute. C'est impossible de parler sans pleurer. J'ai le cœur lourd. C'est l'incertitude à notre âge. Quand on doit tout quitter et qu'on ne sait pas où on va. Ces 3 derniers jours, il y avait des bombes, des bombardements sans fin, des grenades, de l'artillerie, des mortiers. On n'arrivait même plus à faire la différence tellement ça tombait. On a tout laissé là-bas, toute notre vie. Les maisons sont toutes en feu. Les gens se font tuer. On a dû tout quitter. Les civils souffrent au milieu de tout ça. Et les Russes s'en fichent. Voilà, et ceux qui restent, voilà ce que dénonce le procureur de Kharkiv. Lors des actions offensives de l'armée russe, les occupants ont arrêté de force et continuent de détenir des personnes dans les caves de Vovchansk. Certains d'entre eux ont réussi à s'enfuir le 13 mai et à rejoindre l'armée ukrainienne. Mais donc, on comprend pourquoi ils fuient. Parce qu'après, pour les Russes, c'est une proie. Bien sûr. Non, comme on l'a vu au début de la guerre. Ils savent très bien ce qui va se passer pour les territoires, pour les villages, pour les villes qui seront occupées par les Russes. Il y a suffisamment de témoignages maintenant, on sait très bien que voilà, ça va être très dur, voire impitoyable parfois, et que voilà, ça contribue à faire fuir aussi la population. C'est pas simplement les obus, c'est aussi la peur de ce que vont faire les Russes, et c'est je pense aussi voulu. Hein, voilà, partez, évacuez, comme ça nous gardons éventuellement que des gens que l'on peut contrôler ou qui nous sont de velléité de résistance même. C'est impitoyable. Il y aura des représailles, il y aura sur votre famille, enfin c'est pas possible. Donc oui, c'est très dur, et donc ils chassent la population par les obus et par la menace, par la peur. Et les populations qui restent, donc elles peuvent se retrouver dans une cave. Donc on ne sait pas ce qu'elles vont devenir. Hier, Charles Ignorel et Charlotte Le Fayet nous avaient envoyé des images de pillage. Vous voyez des Russes qui pillaient, mais comme j'allais dire à l'ancienne, non, comme ils l'ont fait depuis le début de la guerre. Comme depuis toujours. Rappelez-vous les machines à chat. Comme toujours dans les conflits. Et puis oui, effectivement, le signal envoyé à Boutcha est clair. Quand la population civile évacue une région, vous voyez toujours des pillards arriver qui s'emparent de tout ce qui a de la valeur. C'est l'armée russe elle-même qui est une grande armée de pillards aussi. Mais évidemment, ils mettent les gens dans les caves parce qu'à partir du moment où il n'y a pas de prison, c'est ce qui leur sert d'ersatz de prison pour pouvoir les regrouper et les contrôler. On se souvient aussi au début de la guerre, on avait vu des images comme ça de villageois qui étaient dans les caves ou dans les écoles, mais souvent dans les caves, effectivement, parce que comme ça, vous contrôlez parfaitement qui rentre et qui sort. Est-ce qu'il faudrait évacuer? Alors, Vovchansk, c'est 1700, il reste entre 300 et 500 habitants, c'est ça. Kharkiv, c'est la deuxième ville du pays. Est-ce qu'il faudrait évacuer Kharkiv? Parce que là, c'est une opération d'évacuation XXL. Tant qu'il n'y a pas de menace directe sur la ville, c'est un acte de résistance aussi de la part des Ukrainiens de rester. Souvenez-vous, dès le début de la guerre, c'est ce qu'avait dit Volodymyr Zelensky. Il avait dit il y a les combattants, mais il y a aussi ceux qui doivent rester pour faire tourner l'économie, etc. Donc tant que les Ukrainiens maintiennent que les Russes ne sont pas en train de menacer Kharkiv, évidemment, ils vont rester le plus longtemps possible. Alors, le village de Vovchansk, il y a un autre village un peu plus proche encore de Kharkiv qui s'appelle Lipsk, je crois. C'est Doverou.
En gros, si les Russes s'emparent de ces deux verrous, ils seront plus ou moins, voilà, Vovchansk et Lipsi. Alors Vovchansk non, mais Lipsi, oui, à Lipsi, ils seront à portée d'artillerie de Kharkiv. Voilà. Et à ce moment-là, la question de l'évacuation se posera. Oui, non, ce qui détruit les villes, c'est pas tellement les frappes aériennes, les missiles, comme ça fait à chaque fois c'est des explosions considérables, mais c'est relativement rare. Oui, c'est destruction, mais c'est relativement ponctuel, c'est relativement rare. En revanche, si vous arrivez jusqu'à 20 km de Kharkiv, vous pouvez déployer notamment toutes les batteries de lance-roquettes multiples, ce qu'on appelle les grades, des trucs assez rudimentaires, mais qui peuvent taper à 20 km. Et là, vous envoyez beaucoup plus de feux, d'obus sur la ville. Et là, les choses changent complètement. Mais malgré ce que vous disiez, François, tout à l'heure, parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'éléments, de déclarations pour dire mais ils n'ont pas les moyens. Ils n'ont pas les moyens de prendre Kharkiv. Ils n'ont même pas les moyens d'encercler Kharkiv. Mais si Gilles nous dit que s'ils prennent Lipski, Kharkiv est à portée d'artillerie russe. Oui, mais ils n'ont pas besoin. Kharkiv n'est pas à l'abri. Oui, mais il n'y a pas de frappe. C'est pas la même chose de bombarder une ville avec des moyens d'artillerie, de bombarder comme ils le font depuis des mois, avec effectivement des tirs de missiles, soit sur les infrastructures, soit sur les zones résidentielles, et de prendre la ville, c'est-à-dire de l'envahir et ensuite d'aller s'y battre quartier par quartier. C'est pas du tout la même chose. Rappelez-vous Mariupol. Bon, ça a pris combien de temps 3 mois. Bon, 3 mois. Donc, et Mariupol était encerclé, il n'y a pas eu aucune issue. Là, on parle, dans les meilleures prévisions des experts militaires russes, d'un semi-encerclement, pas d'un encerclement total, d'un semi-encerclement, pour pouvoir effectivement commencer à faire travailler l'artillerie. Et Kharkiv, c'est 3 fois Mariupol. Et le moment est critique. Pardon, une seconde, Gilles. Oui, gardons le parallèle avec Alep. Les Russes, ils entourent et ils tapent, comme ils ont fait à Alep. Ils détruisent toute la ville. Alors, comment les aider ? Notamment, comment empêcher cette destruction par voie aérienne? Dans une tribune du Monde, plusieurs personnalités